Chaque personne a ses chagrins et ses secrets que le monde ne connaît pas. Et souvent, nous appelons ces personnes des personnes froides quand elles sont seulement tristes. Pour ce dimanche avec Val, nous allons continuer avec le témoignage de Mégane de dimanche passé. Donc dimanche passé était l'épisode 1, donc le premier épisode de son témoignage. Vous pouvez aller le réécouter si vous le désirez. Ici donc c'est la suite et aujourd'hui elle nous parle de sa dépression, de l'anxiété et encore de son syndrome. Écoutez. Et quand est-ce que tu es tombée donc, dans la dépression ou l'anxiété ou qu'est-ce que tu as ressenti évidemment? Alors, Ton mal-être profond, je veux dire, à quel âge, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu t'en es sortie? du coup, quelques semaines après, j'ai fait ce fameux IRM et la dame qui m'a placée, par exemple, ce jour, m'a dit c'est quoi votre problème après avoir vu l'IRM? Et je lui ai dit je ne sais pas. Et elle m'a dit eh bien, franchement, j'aimerais pas que ma fille ait ça. Ah, mais moi, ça a été que des trucs comme ça où les gens m'ont dit des choses. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, merci, bonne journée, faites votre travail, quoi. Mais c'est impossible à cet âge-là. Et donc, ça a commencé quelques semaines après où là, ben voilà, je pense les symptômes classiques de la dépression, impossible de sortir du lit. Pourtant, promis juré, j'habite en face du collège, hein, qui est à même pas 25 mètres. Je, je n'y arrivais pas, en fait. Je n'y arrivais pas à sortir de ce lit et pas que mon corps n'était pas apte. Je... Et je passais vraiment, et c'est là où j'ai compris que ça faisait vraiment mal, c'est parce que je m'endormais en pleurant, je me réveillais en pleurant. Et je savais même pas pourquoi. Et ça, c'est encore plus terrible quand vous êtes quelqu'un qui aime contrôler ses émotions comme moi, parce que on se dit pourquoi tu pleures et tu ne sais pas. Et ça, c'est le vide. Et c'est de là que se crée l'anxiété sur du très long terme, parce que on se pose des questions forcément existentielles. Et j'ai fait la rencontre du coup d'un psychiatre pour jeunes dans un centre bah, voilà, qui est à Mont-de-Marsan, un centre psychiatrique. La première rencontre a été assez spéciale, il faut le dire, parce que j'ai toujours eu une très grande méfiance déjà innée, on va dire, de la psychiatrie. J'ai toujours été attirée, voilà, à 9 ans, je lisais Freud, j'ai toujours adoré ça. Et ce côté aussi, il faut le dire, parce que ça a son importance, par exemple, de criminologie. J'étais très intéressée par ces choses-là. Donc, aussi dans la noirceur des gens, je pense, pour comprendre pourquoi Je certains comprends. sont. Mais très jeunes, c'est ça que on revient à ce principe peut-être de vieille âme aussi plus tard. Euh, j'ai commencé avec cette personne à me dire, à le voir comme quelqu'un à défier. Puisque je pense que j'ai essayé de défier un petit peu tout le monde dans cette vie et tous les médecins qui me ce sera pas comme ça. Donc cette personne me fait un bilan assez exhaustif en disant et avec ma mère à côté encore, votre fille est hystérique. Alors déjà, hystérique, ça prenait pas beaucoup de sens. On a cette image de l'hystérie, moi qui me renvoie Oui, au XVIIe siècle. Oh, oui, oui, oui. Moi aussi, je vois l'hystérie autrement ouais, tu maintenant. vois. Mais même en ayant lu, je ne le voyais pas forcément comme ça. Et en fait, il m'a prescrit pour une première fois et un premier médicament à 14 ans du tertian. Donc, je pense que là, Je voilà, connais pas. je vois, tu connais pas. Moi, j'avoue que j'ai toujours été une adepte à lire ça a été un défaut aussi, les notices des anxiolytiques et des neuroleptiques très jeunes. Ça a été la première chose. Le tertian, du coup, c'est un compte-gouttes, donc c'est aussi un neuroleptique très très fort. Et en fait, ça se fait avec des pipettes. Donc, il faut contrôler. C'est pas beaucoup de gouttes parce que c'est très fort. Sauf que je pense que là, j'étais déjà dans l'excès. En rentrant, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile de prendre ces médicaments et de dormir. Et ça va prendre son importance, cette phrase. Donc, j'ai sombré petit à petit dans ce réconfort des médicaments. Et sachant que c'est un compte-gouttes, j'ai souvent plus.
mis de gouttes que ce qu'il fallait. Mais ça, c'est l'amour du risque peut-être. Mais ça dénotait aussi cette envie de pas continuer comme ça, de pas continuer tout court. Mais ça, c'est impossible à identifier à 14 ans. Donc les choses, au fur et à mesure des mois, se dégradent vraiment, hein. Sur les plans physiques, sur les plans psychiques, c'était. Et j'étais toujours suivie tous les mercredis par ce gynécologue aussi. Donc ça a été des rendez-vous récurrents pour une adolescente. Donc c'est pas vraiment ce qu'on peut souhaiter de mieux à cette période-là, qui est quand même compliquée au niveau du physique pour toutes les femmes en général et pour toutes les personnes. Euh, j'ai eu peu d'amis, mais des bons à cette période, donc qui sont encore là 20 ans après presque. et, euh, et voilà, là ça a été une descente aux enfers vraiment rapide, parce que personne autour de vous, même s'ils font ce qu'ils peuvent, ne peut vous aider concrètement. Voilà, au fur et à mesure des mois, les médicaments se sont rajoutés, le Xanax, bon, on connaît tous. Oui, ça, je connais. Voilà, mais en fait, c'est devenu des bonbons, quoi, au fur et à mesure du temps, hein, et même sur plusieurs années. On s'habitue plus jeune, du coup, à une drogue. Et ça, c'est très grave pour moi, je trouve, qu'on puisse prescrire des choses aussi fortes, même si des fois c'est nécessaire dans des cas ou d'autres pathologies, mais oh là là, on devrait travailler autre chose. Et alors là, c'est ce qui m'a sauvée, moi, je dois le dire, puisque j'ai fini par être hospitalisée une première fois au mois de février. Ça a son importance, puisque la deuxième fois était aussi au mois de février. Ouais. Et donc j'arrive dans cet espace suite à une grosse crise où le psychiatre, en fait, un dimanche, ben voilà, ma grand-mère a dit quelque chose à ma mère, un week-end de repas de famille. De toute façon, j'ai fait une fille pas normale, tu feras une fille pas normale. Et là, ça a été je pense, la crise mentale, la phrase qui a fait tout basculer. Donc on appelle le psychiatre et le psychiatre nous dit, ben, lundi, voilà, première heure, vous nous la ramenez. Et tu étais là quand elle a dit ça ou... Ouais, ouais, ouais. Mais c'était même pas, je pense, volontaire, hein. C'est qu'elle a eu des grosses opérations aussi, donc peut-être des fois des. Ah, enfin bon, ça a été dit et sur l'instant, ça avait son importance. Et donc le lundi matin, je me présente à l'établissement, mais avec 17 de tension, c'était juste quelque chose de très fort. Et tu là, étais en parce qu'on colère? Tu ouais, étais puis en on colère. comprend qu'on va se faire abandonner dans un endroit où ça s'appelait la passerelle. Donc il y avait des jeunes, mais il y avait aussi d'autres populations. Ouais. Donc forcément, il faut le dire, la psychiatrie aujourd'hui, c'est un milieu très difficile. On côtoie des personnes dans ces établissements qui peuvent nous apporter énergétiquement, maintenant je le conçois, euh, des énergies très lourdes, mais j'ai été plutôt protégée. Donc à mon arrivée, ils m'ont mis dans une petite chambre sympathique, c'était très sympathique. Et ma voisine de chambre, que j'ai connue plus tard, parce que la première soirée, je l'ai passée vraiment enfermée. Je ne voulais pas sortir, j'avais peur, vraiment, c'était de la peur. Je me rappelle m'être réveillée à 5 heures du matin dans la nuit et aller au réfectoire, parce que les heures, ça a son importance quand on se fait interner. Et puis je me dis, mais il est quelle heure en fait? Et là, je regarde la pendule et je me dis, mais il est 5 heures du mat, retourne dans ta chambre. Et là, c'est là où on se rend compte qu'on n'a plus de notion de temps non plus pendant ces hospitalisations, puisque tout est réglé. Généralement, 8 heures, vous vous réveillez, petit-déj, tatata. Et en fait, c'est ça, la beauté aussi de l'hospitalisation, quelque part, c'est qu'on vous remet un cadre de vie. C'est ça. Donc, bon. Ma voisine de chambre, pour la petite anecdote, qui, qui encore aujourd'hui est dans mes contacts, avait 2 utérus. Ah, c'est fou Donc, on ça. parle des synchronicités dans la vie, hein. Oui, ça c'est quand même incroyable. La première hospitalisation était bonne enfant, la deuxième aussi. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au plus bas, vous trouvez des personnes qui sont au plus bas, mais qui Ouais, sont complémentaires avec vous. c'est ça. Et c'est Et on magique. se reconnaît en jeu. Quelque part, on se reconnaît quand même en eux. Et Et, ouais, comme tu dis, on est complémentaires. Ouais. du coup, on m'a proposé à cette époque de commencer la sophrologie. Et là, ça a été pour moi ce qui m'a guérie. Donc aujourd'hui, si ma sophrologue, et je lui enverrai 10 ans après, était là encore il n'y a pas très longtemps, merci parce que finalement, c'est ça qui m'a soignée, moi. C'est ce qui m'a fait aujourd'hui comprendre que on peut se soigner. 10 ans après, même avec d'autres problèmes, on peut encore se soigner par nous-mêmes. Et, euh, et cette personne, c'était un rendez-vous
tous les mercredis aussi, ou je ne sais plus, mais en tout cas qui me faisait tellement de bien après cette séance chez le gynéco. Finalement, avec ce gynéco, on a tissé des liens plutôt très paternels, faut le dire. D'ailleurs, c'est une personne qui est décédée, que j'ai connu le décès il n'y a pas très longtemps, donc ça m'a touchée. Parce qu'il y a des médecins comme ça qui vous disent un jour, ben Mégane, yeux dans les yeux, ben, si vous voulez un enfant, moi je suis prêt à combattre même les lois pour vous l'accorder par des petits procédés. Mais bon, ça, on sait qu'il y a des gens qui seront là, qu'importe où ils seront toujours dans votre vie. Donc, cette hospitalisation, ça a été aussi très dur pour mes parents, je pense, parce que ben, ça fait une fracture hein, au niveau familial de ne pas pouvoir aider ses enfants dans sa tête, mais ça doit être terrible. Et peu à peu, cette sophrologue, finalement, ce qu'elle a débloqué chez moi, ça a été de comprendre que j'existais. Par ma respiration, par mon enveloppe corporelle, elle m'a formé mon identité. Et ça, c'est pas les médicaments ni les psychiatres. Non, eux, ils ont tout détruit de ce que je pensais avoir construit. Et ça, c'est aussi une part importante. Donc voilà, la première dépression, ça a été vraiment, j'ai été très soutenue aussi par ma famille. Petit à petit, je m'en suis remise, même si bah, forcément ça implique aussi, bah, par exemple à l'école, ça a été mon année de troisième a été complètement ruinée. Je n'y suis pas allée quasiment. Et puis je pense que ce qui a été le plus marquant à cette époque au niveau physique, ça a été les crises d'angoisse. Ça a été quelque chose à m'étouffer dans des coussins des fois parce que je me disais c'est trop puissant. Ouais. C'est quelque chose que j'ai dit souvent au psychiatre, j'ai dit j'ai l'impression d'avoir un monstre à l'intérieur qui me coupe tout, quoi, qui me cisaille. Et ça, cette image, c'était compliqué. Mais peu à peu, ça s'est transformé avec le temps. Bien sûr, après, on rencontre aussi quelqu'un dans la matière, sachant que nos relations depuis toute jeune sont basées sur des choses différentes. Du coup, je pense, on appréhende d'une manière différente du couple, même si on idéalise aussi beaucoup, du coup. On se dit que c'est possible parce que la science est là. À cette époque-là, on n'en parlait pas beaucoup des mères porteuses et c'est pour ça que j'ai mon avis qui est quand même partagé là-dessus. Je comprends certains points de vue, mais je comprends pas ceux qui nous disent c'est j'ai entendu ça une fois, je me rappelle très bien. C'est les soldes. Mais vous savez pas ce que c'est avoir un enfant en une nuit, c'est magnifique. Mais se dire, par exemple, se battre vraiment, qu'importe le prix, hein, que ce soit dans la matière ou émotionnel, ben, la notion de l'argent, elle prend pas la même chose. Quand on sait qu'une mère porteuse, c'est 100 000 euros, ben, vous les trouvez, les 100 000 euros, même Bien si... sûr. Mais ça, c'est des visions qui sont tellement peu partagées parce que les gens ne comprennent pas que, enfin, ceux qui le vivent savent que ce n'est pas juste l'histoire d'une nuit, ce sera beaucoup plus que ça. C'est plus profond, oui, bien sûr. Donc, on se dit, je pense que c'est à ce moment-là qu'on met la vie au défi aussi, de se dire, bon, bah, le choix avance, donc on avance. Voilà, je pense que les premières années, ça a été. J'ai rencontré une première personne avec qui, du coup, j'ai réussi. Alors, c'est ça aussi qu'il faut le dire. Le programme pour construire ce vagin, ça a été quelque chose d'assez impressionnant puisque ça venait de l'Angleterre et c'était sous forme de bougies, pour appeler Ah ça. bon. Voilà, mais ça ressemblait, soyons honnêtes, plus à des godemichés puisque c'était le cas. Hein. Donc j'ai été Mais tu n'as pas été opérée alors? Non, alors voilà, il y a eu le choix de l'opération. Je me suis dit, esprit rebelle, Mégane, tu vas le faire. Ça fait Euh, marrer. C'était ça. Et c'est vrai que ça, c'est la belle partie qu'il faut dire aussi, c'est que on connaît, du coup, on se retrouve avec ces bougies. Sérieux, Alors, moi, tu expérimentes en même temps attends, parce que toi, tu as la et tu vidéo. apprends des choses. Mais non, mais la façon dont tu racontes, c'est comique. La première bougie, alors là, imaginez bien, c'était la Oui, là, taille c'est du petit moins. doigt. Oui, oui là, D'accord? Donc, pour vous, un petit doigt, on se dit maintenant, c'est tranquille. Mais quand vous avez qu'une phalange, vous vous dites, mais comment je vais pousser la peau? Vous savez, il y a le côté aïe, scientifique. Ah ouais, et bah ça là, on fait va rentrer mal. dans. Alors, en fait, ce qui est marrant, enfin, ce qui est marrant, ça c'est mon mot, mais c'est pas le mot. euh, on vous prescrit de la lidocaïne en gel pour anesthésier, puisque forcément,
percer, finalement, c'est pas percer, c'est pas le mot, pour craqueler la peau du vagin qui est très extensible, qu'on connaît, non, mais après les accouchements, Aïe, oui, tu oui, vois. mais quand même, ça fait mal. Alors, sachant que pour rassurer certains hommes et certaines femmes, la taille d'un vagin parfait est 8 cm. Donc, c'était pas énorme. Il me manquait 5 cm, mais je me disais, il faut les faire. Et donc, tu as dû régulièrement Voilà, faire l'exercice. c'était tous les jours, Voilà. petit à petit. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que ce professeur Pagnol m'a dit, par exemple, ça prendra 3 ans pour le faire. Et puis moi, j'étais tellement déterminée que j'ai dit non, ce sera fait l'année prochaine. Bon. Oui, c'est bien. Donc, je me suis attelée à l'exercice, mais ça aussi, je pense que ça laisse certains traumatismes au Bien niveau du sûr, subconscient par rapport au sexe, hein, forcément. bien sûr, bien Euh, sûr. donc, voilà, j'ai réussi mon pari, on va dire. L'année d'après, j'avais qui était plus ou moins fonctionnel. On apprend à se connaître aussi. C'est pour ça que je parle aussi de l'importance d'un point de vue de sexualité, et pourtant, j'en parle pas à cœur ouvert. On se connaît, on connaît son intimité féminine puisqu'on l'a construite. Donc, déjà, de l'intérieur, on sait. Et là, je vous dis ça, et puis j'ai la boîte de bougies juste à côté. Mais, Ah, t'es super marrant. Tu peux me tutoyer. ouais, mais c'est pour ça, moi, j'ai ce côté léger qui va revenir après, parce que la vie s'est embellie aussi. Mais j'ai vu aussi ces sentiments noirs, et il faut les dire comme ça. Mais... Oui, il faut que les autres entendent quand même que tu as connu quand même les moments sombres, mais maintenant que tu vois la lumière, et ça, c'est ça qui est beau. Et du coup, voilà, on va dire que les premières années, bah, j'ai continué. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un, ça s'est très bien passé, la première rencontre. Du coup, bon, j'ai avancé sur mon chemin plus sereinement, on va dire, puisque je n'avais pas d'idée d'avoir d'enfant ou quoi que ce soit. Ça s'est présenté une seule fois, finalement, l'idée d'y penser avec quelqu'un. Ça a été avec la personne que j'ai considérée comme mon premier amour et qui a son importance dans mon évolution aujourd'hui. Puisque moi, voilà, je suis très portée sur les flammes jumelles. C'est quelqu'un que j'ai rencontré voilà, il y a très longtemps, à 17 ans, et qui habite pas du tout dans ce pays, mais qui m'a aidée sur un développement spirituel, où là, on fera peut-être un live là-dessus, je t'inviterai, sans problème. Et c'est quelqu'un qui a toujours représenté mon idéal dans tout. Ah, Et voilà, on se fixe aussi un idéal de vie, et c'est pour ça que cette histoire est magnifique aujourd'hui. Avec la première personne, du coup, que j'y ai pensé, cette personne, en l'occurrence, on a eu une pause. Et dans la vraie vie, j'ai rencontré quelqu'un qui m'y a fait, entre guillemets, croire, vous savez, les premiers amours tout bruts, où on se dit, ben, tout est possible. Euh, donc, c'est quelqu'un qui a entendu, et c'est quelque chose que je n'ai jamais caché dans mes relations, le fait d'être stérile, ou tout du moins, le fait de pouvoir concevoir ça avec quelqu'un, mais que ce sera pas facile. Faut oui, pas se mentir, quoi, dans tous les cas. Donc ça influe beaucoup sur les relations, mais finalement, j'ai toujours eu cette pudeur du corps. Donc quelque part, je me suis aussi beaucoup protégée émotionnellement, beaucoup de masques aussi peut-être, parce qu'on ne veut pas montrer d'où on vient tout le temps, c'est difficile. Et puis, la vie a fait son cours, je suis remontée en région parisienne, j'ai commencé à faire un BTS, donc là j'avais déjà du coup 20 ans. Euh, J'ai fait vraiment un nouveau départ dans tout, sauf bravo. que j'ai vécu avec beaucoup d'excès, puisque j'ai toujours arrêté les médicaments de façon très brute. Ça, c'est le côté un peu extrême aussi, puisqu'on sait très bien qu'il y a des syndromes de sevrage ou de rebond dans certains médicaments, et ça, c'est assez compliqué à gérer. Et puis est arrivée l'année 2014-2015 où je me cherchais beaucoup. Voilà, j'avais pris mon appartement. Pour moi, c'était une responsabilité, le premier appart. Et par contre, à côté de ça, j'ai toujours eu un gros problème d'addiction au cannabis. Enfin, Mhm. ça a son importance parce que pour moi, ça a été toujours un moyen de me S'enfuir. couper du monde. Exactement. C'était pas être forcément Ne plus souffrir. défoncé, défoncé. Ouais, c'est ça. Et ça a été ma bête noire et ça l'est encore de temps en temps, mais je la domine mieux. Et
Je pense qu'on développe beaucoup d'addictions du fait aussi de manquer de quelque chose, parce qu'on se voile la face en se disant: «Bon, bah, c'est qu'un enfant finalement, on pourra adopter» ou on se rassure beaucoup, hein. Heu, mais c'est pas le sujet primordial finalement. C'est pas la question. C'est de Pas se la dire: question. «OK, beh, Megan, qu'est-ce que tu veux faire pour toi?» Mais ça, c'est une question à laquelle je n'ai jamais su répondre, hein. Jusqu'à aujourd'hui, je laisse l'univers me surprendre à chaque fois parce que je Tu n'ai sais jamais eu toujours de pas ce que médecine. tu veux. Si, plus maintenant, voilà, mais Oui, tu es ça a mis jeune. du temps Tu es que, jeune, tu es jeune. ouais, mais finalement, tu vois, toutes mes années d'adolescence où j'aurais dû penser à tout ça, normalement, si enfin, dans un processus normal, on va dire, sans cette maladie, j'aurais eu le temps de me concentrer peut-être plus là-dessus, tu vois? Je ne sais pas. Ouais, après je me dis: On ne «Si c'est sait pas. arrivé comme ça, c'est qu'il y a pas de hasard». Oui, il y a une raison à tout. Parfois, on ne comprend pas bien la souffrance, mais il y a, il il y a toujours des raisons à tout. Et si ça n'avait pas été ça, ça aurait peut-être été autre chose. Qui sait? Mais je voudrais aussi te dire que je voudrais relever quelque chose que tu as dit tantôt, tout à l'heure. Parce que nous, en Belgique, on dit tantôt. J'allais Tout à te le l'heure, dire. ma petite Belge, je sais. Donc, tout à l'heure, tu me dis, oui, on attend d'une femme qu'elle soit une femme et qu'elle serve à. Mais tu sais, il y a des femmes qui peuvent avoir des enfants, qui font le choix de ne pas devenir maman. Alors c'est très Et ça, intéressant. voilà. Et donc, il faut arrêter avec, justement, c'est ce que j'essaie aussi de faire passer comme message, c'est ça, ce sont des fausses croyances. Ce sont des croyances qu'on a dit, voilà, parce que tu es une femme, ta place est là, ta place doit être, tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est notre corps, on en fait ce qu'on veut déjà. Si j'ai pas envie de. Enfin, moi, je suis maman de 3 enfants, mais je veux dire, Bien je sûr. respecte justement les personnes qui n'en veulent pas. C'est un choix. Bon, là, toi, tu n'as pas le choix, mais c'est pas pour ça que tu n'es pas une femme. C'est pas Bien parce que sûr, tu es maman que tu es une femme. C'est bien une sûr. fausse croyance. Tu es une femme parce que tu es une femme. Point. Mmh. Pour moi, personnellement, ça, c'est ma croyance. Maintenant, les autres pensent. Voilà, moi, je pense que voilà. Et puis même, tu sais, à un moment donné, tu sais, il y a le yin et le yang, il y a le noir et le blanc, il y a tic et tac, donc il faut pas tout mélanger. Et puis, il se dit que l'âme, elle n'a pas de sexe. C'est ça, c'est Donc, exactement ça. euh, tu vois, si on commence comme ça, on n'en sort plus. Donc, il faut arrêter avec ce que la société veut nous faire croire de la femme ou de l'homme ou de ci ou de là. On est comme on s'aime. Déjà, c'est difficile de s'aimer tel qu'on est. Si en plus les autres en rajoutent et qu'on se sent jugé par la société, c'est ça le plus dur. C'est vrai, c'est Après difficile. après je respecte autant plus et d'autant plus aujourd'hui, dans la situation avec, par exemple, bah, ma flamme jumelle, j'en reviens, mais qui se retrouve aussi dans des situations où il a eu des enfants lui, et à contrario, je respecte par exemple les femmes qui font ce choix de pas en avoir pour ne pas impliquer d'autres personnes aussi. Parce que, je conçois qu'aujourd'hui, un enfant, c'est une responsabilité et je conçois clairement et j'entends que certaines femmes ne veulent pas prendre, entre guillemets, «cette responsabilité» envers, Je ça fais c'est le mon chakra de la chakra-gorge gorge. qui me dit un truc, mais je sais pas ce qu'il me dit. À ton avis, c'est quoi? Là, je pense que c'est que tu dois exprimer une vérité toi aussi. Waouh! Je suis là, j'ai Ouais, failli bah, tu étouffer. mais pardon, bois un petit peu, bois un petit coup d'eau. Ouais, je t'avais dit qu'on Excuse-moi, travaillait énergétique. excuse-moi, je t'ai Pas de coupé. souci, je vais mais je veux dire, c'est pour ça qu'il y a des femmes, beh, elles se rendent compte que finalement, elles sont plus orientées, vers leur travail, mais c'est tout un honneur aussi, une femme qui rentre du travail et qui s'occupe de ses enfants. Enfin, aujourd'hui, qu'importe la façon d'être mère, finalement, vous Tout êtes à toutes fait, respectables, les mamans tout à et les fait, tout femmes à en fait, pre tout à fait. on ne peut pas dire, même si le comportement parfois est mauvais ou qu'on le juge mauvais, on sait pas ce que la personne, pense. Après, il y a des pathologies dans l'inverse, les par exemple les narcissiques ou les sociopathes qui font peut-être des fois des choix, qui impactent d'autres personnes aussi
de façon négative. Donc, il faut prendre conscience de ce que c'est de faire un enfant, en fait, dans toute sa globalité, parce que quand on élève un enfant, la personne avec qui on l'élève aussi, que ce soit avec soi-même, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes, finalement, qui en arrivent à adopter. Et je pense à Sia, tu vois, en tête, qui finissent à trouver l'amour avec eux-mêmes parce que vous avez des critères aussi, je pense. Oui, Moi, je sais que c'est pas une question de critères physiques ou quoi, ni matériel, du coup, ça a eu son importance dans mon histoire, mais euh, des, cri- des critères de valeur, de l'âme, on en revient à ça. Et ça, c'est important de partager ça avec quelqu'un qui est votre partenaire de vie dans tout, quoi. très Et c'est important. ça la notion pour moi d'avoir des enfants, c'est avec quelqu'un qui est avant tout votre meilleur ami, votre côté paternel, et ça, c'est magnifique. Mais moi, c'était la polarité que j'avais besoin de trouver dans, dans moi-même, mais aussi dans quelqu'un d'autre. C'est pour ça que ces histoires sont souvent très fortes, puisque pour la petite info, ben voilà, j'ai refait une dépression en 2015 suite à beaucoup de pression. J'étais assistante de direction chez SFR. Enfin voilà, tout se passait bien, j'étais en BTS, mais j'ai pris des responsabilités d'avoir un appartement. Ça a été beaucoup d'un coup, avec aussi ben voilà, euh, le fait de fumer, tout ça, ça a été très perturbant, sachant que je tiens à le dire, la drogue est mal, mais la drogue apporte aussi des fois des ouvertures d'esprit. Seul le libre arbitre nous permet de gérer ça. Euh, mais il faut être conscient de ce qu'on fait. C'est ça, dans tout. Des fois, moi, je sais qu'on m'a toujours dit, mec, le jour où tu sens que la fume, ben, ça devient trop, tu nous le dis, mais je ne l'ai jamais dit parce que il n'y avait jamais de trop. Ah, tu n'as pas exagéré. Tu n'as pas J'ai tout... dépassé les limites. Ah si, j'ai toujours dépassé les limites. Les limites de mon corps, en fait. Tu vois ce Oui, que de je veux ton dire? corps, c'est ça. Si, en lien avec la dépression, parce que j'ai cherché l'autodestruction de moi-même tellement de fois et dans tous mes comportements, donc ça renvoie à l'anxiété aussi, hein. Quand on Bien conduit, sûr. quand on conduit bourré, quand on conduit ben, défoncé, on met la vie des autres en risque et ça, on s'en rend pas compte, non? On ne Les se rend pas compte parce qu'on on veut se détruire soi, tout simplement. Et c'est ça qui est terrible finalement parce qu'on le sent revenir en force. Moi, en 2015, je l'ai senti. Je me suis éloignée de plus en plus. Déjà, il y avait la distance physique avec mes parents. C'est un lien important, il ne faut pas se mentir. Mais je me suis reculée du monde petit à petit. Mais les gens l'ont senti puisque ça a été progressif. Mais ça a été... Alors là, la deuxième dépression, et ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours dit, il n'y en aura jamais deux. Je me suis dit, la première dépression, elle va être physique. La deuxième, elle va être vraiment dans le mental. Mais la troisième, quand j'ai la troisième, c'est plutôt cet éveil spirituel qu'il y a eu suite à une reconnexion très forte avec quelqu'un, euh, a été beaucoup plus spirituel, c'est ça le mot. Donc je pense que l'âme, finalement, peut mourir sur plusieurs corps physiques. Et ça, c'est important Tout à aussi fait. si on veut parler de ça. Mais pendant cette deuxième dépression en 2015, j'ai eu une relation avec quelqu'un qui m'a beaucoup impactée dans mes choix d'après. Et ce qui est important à dire, c'est que 2015, je l'ai senti arriver parce qu'un matin, je me suis réveillée pour prendre le train et je me suis dit, je n'ai fait que pleurer. Je n'arrivais plus à me retenir, comme si je pleurais tout ce que je n'avais pas pleuré depuis des décennies, tellement. Et là, je me suis dit, mais non, mais arrête de pleurer. Tout allait bien à peu près au travail, même si ça faisait déjà des semaines que j'étais retournée voir le médecin parce que je lui disais, je suis stressée, je suis angoissée. Euh, mais on le ressent, l'anxiété, c'est ça aussi. Ça nous prend, ça nous glace, ça coupe le souffle. C'est Est-ce d'un coup. que, est-ce que tu te rends compte maintenant avec le recul que l'anxiété, le mal-être est un appel de l'âme ou pas? Non? Euh, Tu n'en es pas là? on le sur si parce que justement, moi, je sais que j'ai été appelée à ce C'est un jour-là, appel j'ai à ouvrir les yeux sur certaines choses, sur ce qui ne va pas dans ta vie, sur ce mais qui... Tu ça a vois, été mais beaucoup. quand on ne le sait pas, on ne le sait pas, mais enfin, Mais pour moi, c'est... on le sait, mais peut-être qu'on se dit, pour l'instant, je me suis bien construit, je suis en phase avec ce que j'ai envie d'être, et en fait, le On désir à pense que l'intérieur, c'est pas ça du tout. c'est pas ça Et du ça, on s'en tout. rend pas compte. À 20 ans, on est censé apprécier Oh, à tout. 20 Ouais, ans, oui, oui, à 20 ans. Tu étais jeune, oui, non, non, c'est pas possible. ouais, j'étais jeune, mais le problème, c'est que j'étais aussi
mental. Moi, j'étais tout le temps dans mon à me dire, tu prends cette décision parce que c'est comme ci, c'est comme ça. J'ai jamais laissé l'intuition jusqu'à un Trop long dans le moment. mental. Mm. Et ça, la sophrologie, du coup, ça m'a beaucoup aidée parce que j'en ai fait, du coup, on va dire sur 5 ans au début, à la première dépression, mais après, j'ai lâché un petit peu. Euh, mais ça m'est arrivé plusieurs fois au cours de cette période de quelques années de me faire des méditations de temps en temps. Et c'est vrai que ça m'a toujours aidée. Et ce qui est marrant, c'est que ma sophrologue, je lui ai toujours dit, il faudrait que vous me fassiez une cassette avec votre voix parce que elle, dès qu'elle me parle, tu vois, c'est vraiment ton esprit, ton âme s'est habituée comme maître à cette voix. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Donc dès que tu l'entends, t'es hypnotisé, quoi. Tu vois ce que je... Oui, je comprends tout à fait. Et ce qui est marrant, c'est que cette femme, Retrouvez la suite du témoignage de Mégane qui est très touchant dimanche prochain. À bientôt. L'épisode d'aujourd'hui est terminé. Je vous invite à vous abonner à ce podcast, Votre invisible pouvoir, pour en apprendre plus sur vous-même, votre être authentique, votre intuition, l'intention, l'amour de soi et plein d'autres beaux sujets comme la loi de l'attraction, la loi de la vie. À bientôt!